Le Premier ministre socialiste António Costa a remporté les élections législatives de ce dimanche au Portugal et obtenu une majorité absolue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir ce lundi pour aborder la crise ukrainienne à la demande des États-Unis. La capitale canadienne a été le théâtre de manifestations des opposants aux mesures sanitaires contre le Covid-19 durant tout le week-end. Plusieurs pays ont été violemment touchés par la tempête Malik qui a traversé l'Europe du Nord et de l'Est. Une victoire au-delà de ses espérances pour le Premier ministre sortant. Le socialiste portugais António Costa a décroché la majorité absolue au Parlement à l'issue des législatives anticipées ce dimanche. Depuis 7 ans au pouvoir, l'ancien maire de Lisbonne aura donc les coups des franches pour débuter un 3e mandat à la tête du pays. La majorité des Portugais nous a fait confiance, a-t-il dit. Ils ont choisi le programme socialiste comme programme pour le prochain gouvernement. Nous avons une mission très claire, tourner la page de la pandémie et mobiliser toutes les énergies dans le redressement et le progrès du pays. Alors qu'il espérait pouvoir créer la surprise, le principal parti d'opposition, le Parti social-démocrate, le PSD, arrive en 2e position. Son dirigeant, le conservateur Rui Rio, a reconnu sa défaite. Il a aussi reconnu que le vote utile s'était porté sur la gauche. E à direita isso não aconteceu, não houve a mesma união em torno do PSD para evitar que o Dr. António Costa continuasse. Parmi les autres informations à retenir de ces élections législatives portugaises, la percée de l'extrême droite. Le parti Chega, qui signifie assez en français, devient la 3e force politique du pays avec 12 députés élus. Son président André Ventura a pris la parole à son arrivée au quartier général de Chega ce dimanche soir et évoqué de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle concernant le résultat de son parti et la mauvaise à propos de la majorité absolue remporté par António Costa et les socialistes. Le parti d'extrême droite ne comptait qu'un seul député dans le Parlement sortant, tout comme les libéraux qui eux aussi sortent renforcés de ces élections. Le parti Initiative libérale a obtenu près de 5% des voix et 8 élus. Le bloc de gauche et la coalition communiste vert ont pour leur part été sévèrement sanctionnés après avoir provoqué ce scrutin en ayant rejeté le projet de budget pour 2022. Les anciens alliés d'António Costa réclamaient davantage de concessions en matière sociale. La crise ukrainienne sera au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce lundi à la demande de Washington qui intensifie avec ses alliés de l'OTAN ses efforts pour dissuader Moscou d'envahir l'Ukraine. Lors de cette réunion, l'ambassadrice des États-Unis prévoit notamment de demander des explications claires à la Russie sur les plus de 100 000 soldats que le Kremlin est accusé d'avoir déployés à la frontière ukrainienne. Sur le plan diplomatique toujours, les ministres français et allemands des Affaires étrangères ainsi que le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki sont attendus cette semaine à Kiev. La ministre canadienne de la Défense y est arrivée ce dimanche pour une visite de 2 jours. Son pays fournit une assistance militaire à l'Ukraine. États-Unis et Royaume-Uni brandissent également la menace de nouvelles sanctions contre la Russie qui réclame d'être traitée sur un pied d'égalité. Nous avons appris d'une amère expérience et nous ne voulons pas rester dans une position où notre sécurité est violée quotidiennement. Nous voulons de bonnes relations mutuellement respectueuses et égales avec les États-Unis ainsi qu'avec tout autre pays du monde. Moscou dément tout projet d'invasion de l'Ukraine et demande de son côté des garanties écrites pour sa sécurité, comme la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Une demande rejetée par les États-Unis il y a quelques jours. Dans la banlieue de Kiev, la capitale ukrainienne, ces volontaires se forment à une éventuelle incursion russe dans leur pays.
Je me prépare à défendre mon pays contre une agression russe. La guerre sera déclenchée tôt ou tard. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une autre incursion russe? Ce n'est qu'une question de temps. Aucun de ceux qui s'entraînent ici n'a d'expérience militaire. Ils sont avocats, chercheurs ou encore architectes. Mais depuis que la Russie a massé plus de 100 000 soldats près de la frontière ukrainienne, ces volontaires se retrouvent au cœur d'une crise qui pourrait remodeler leur pays et avoir des répercussions sur le continent tout entier. Il y a une certaine tension. Ce n'est pas seulement quelque chose que je ressens, c'est dans la société. Et ce n'est pas seulement à cause des Russes de l'autre côté de la frontière, dans les territoires occupés, mais aussi à cause des cyberattaques à l'intérieur de l'Ukraine et du risque d'attaque dans les écoles et le métro. Ça dure depuis 8 ans. L'année dernière, la situation est devenue plus tendue. Je suis personnellement calme, simplement parce que je sais ce que je ferais au cas où la Russie décidait de faire une incursion à grande échelle. Le ministère ukrainien de la Défense estime que ces personnes sont un élément crucial de sa stratégie. Il prévoit d'armer les 130 000 civils qui font partie de ces unités de défense. Denis Semirog-Orlik est le responsable. C'est lui qui a créé cette unité sur les réseaux sociaux il y a 2 ans. Selon lui, au cours des 6 derniers mois, le nombre de participants à ces formations a quadruplé. Je pense que la plupart des gens capables de tenir une arme à feu en ce moment doivent se préparer afin de subir le moins de pertes et d'être plus efficaces. L'Ukraine mise sur le soutien de ses alliés occidentaux pour faire pression sur Moscou et pour que la Russie n'envahisse pas son territoire. Si beaucoup ici espèrent que la diplomatie prévaudra, ces volontaires expliquent qu'ils veulent néanmoins être capables de se battre si on les provoque. La capitale canadienne a été le théâtre de manifestations des opposants aux mesures sanitaires contre le Covid-19 durant tout le week-end. Le mouvement de contestation a été initié par des camionneurs opposés à l'obligation vaccinale pour traverser la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis. D'autres opposants ont également convergé vers Ottawa pour soutenir les routiers venus en convoi de tout le pays. Ce camionneur, lui-même non vacciné, se dit prêt à protester pendant plusieurs mois. Il dit rester mobilisé pour les autres. La mobilisation pourrait en effet se poursuivre pendant plusieurs jours à Ottawa. D'autres camionneurs ont également affiché leur volonté de rester mobilisés. La police a annoncé avoir ouvert plusieurs enquêtes criminelles en lien avec la profanation de monuments nationaux ou de comportements menaçants, illégaux et intimidants. Selon les médias canadiens, le Premier ministre Justin Trudeau et sa famille ont été escortés ce samedi vers un lieu tenu secret. À Copenhague, un centre de dépistage du Covid-19 s'envole, pris dans les vents puissants de la tempête Malik qui a traversé toute l'Europe du Nord ce week-end. Au moins 4 personnes sont mortes. Dans les pays nordiques, des pluies intensives et des chutes de neige ont perturbé la circulation. En Estonie, les secours ont été appelés pour intervenir sur une centaine d'incidents causés par la tempête, principalement pour des accidents de la route et des voitures piégées par la neige. Désormais, c'est le risque de verglas qui prédomine. En Pologne, des arbres sont tombés sur des voitures, des bâtiments, des toitures et des lignes électriques ont été endommagées. Les pompiers ont été appelés plus de 9000 fois pour secourir les gens dans la tempête. Des rafales de vent de plus de 160 km/h ont également soufflé sur l'Écosse, provoquant une perturbation du trafic et des coupures d'électricité. Dans le pays, près de 16 000 foyers étaient déjà privés de courant quand une seconde tempête, appelée Cory, a frappé le pays. Selon les fournisseurs d'énergie, certains clients devront attendre plusieurs jours avant d'être reconnectés au réseau électrique.